Monsieur Grégoire Piton, docteur logopède, chargé de cours et coordinateur de la formation continue en logopédie à l'Université de Genève. Pour commencer, je vais laisser la place à Madame Kira Kruglikova, directrice de la division de la gestion des conférences de l'ONU Genève, pour un mot d'introduction. Hello, and welcome to this information session on stroke and its consequences. My name is Kira Kruglikova, and I am the chair of the Disability Inclusion Team here at the United Nations Office at Geneva. Under the leadership of the Director General, the team is responsible for implementing the United Nations Disability Inclusion Strategy at UN Geneva. The strategy includes raising awareness around disability-related issues, improving accessibility for everyone who is on our premises and participating in our meetings, and ensuring that we communicate accessibly and inclusively, whether through our website or published materials. Unfortunately, I am not able to join you in person today. With this message, I want to thank you for attending this event. Stroke is an important topic of broad impact. It is the leading cause of disability and the second leading cause of death, according to the World Health Organization. Stroke has reached epidemic proportions. Globally, 1 in 4 adults over the age of 25 will have a stroke in their lifetime. Many of us know at least one person who has had one. Stroke is not only a disease of the elderly. More than 60% of stroke cases happen among people younger than 70. Stroke is also a significant barrier to sustainable social and economic growth. 2 out of every 3 people who suffer from a stroke live in low and middle income countries. This is why the 3rd Sustainable Development Goal, SDG, Good Health and Well-Being, includes preventing and treating non-communicable diseases such as stroke. Il est essentiel de sensibiliser le public aux accidents vasculaires cérébraux, AVC, et à leurs symptômes, afin de pouvoir reconnaître les AVC rapidement et de solliciter les soins médicaux d'urgence nécessaires. N'hésitez pas à partager les informations que vous apprenez aujourd'hui avec les personnes de votre entourage. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Elise Maty et Louis Juston. Ils sont tous deux des survivants de AVC. Le journal Le Parisien a qualifié leur histoire de belle leçon de courage et de détermination pour surmonter les accidents de la vie. Elise et Louis, je vous remercie d'être venus au Palais des Nations et d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous. Je remercie également le service médical de l'ONU et le Centre de formation et le multilinguisme pour avoir organisé un événement aussi important. Et sur ce, je vous souhaite une session productive. Écoutons maintenant nos experts. Good afternoon, everybody. Thank you for coming to this presentation on cerebral vascular accident, or AVC. I'm the new doctor on the block since the 1st of April here, and I'm very honored to be here and to give you a kick-off on this presentation. Dominique is not presenting, but he did a lot to help and set up this, and Martine also. So I'm talking about on behalf of the whole team. My name is Elisabeth Kubinga, and I'm coming from the Netherlands. I'm a registered occupational health physician, and I'm very much in favor of preventive health and giving such health promotions like this one. The introduction. Well, it's a lovely initiative from Elise et Louis to start this campaign of awareness to make us all aware what could all happen to us.
It's a joint venture with CLM and DCM who are helping us to present this interesting health promotion, because it could happen to all of us, also here at the UN, as we know. Therefore, we fully support this subject to give attention to prevention and how to deal with it with a possible impairment or in need of adaptation at the workplace. I'm not going to go in detail because we have some super experts who are presenting later on, coming from University of Paris and University of Geneva. So I keep it short. Stroke is the second leading cause of death due to cardiovascular disease. This is known. It's also a leading cause of long-term disability. What's very important to know that early action can make all the difference. The earlier you are and recognize a stroke, the more you can do and the better the outcome. Risk factors are high blood pressure, high cholesterol, smoking, obesity, and diabetes. But that doesn't mean for everybody. 80% of the strokes are preventable. What's important? As I said, the high blood pressure, smoking, diabetes, high cholesterol, and obesity and physical exercise. How can you recognize an early stroke? Look at the face. Ask someone to smile. If it droops on one side, it's one sign. Ask the person to lift their arms. If one arm droops and cannot be held upwards, it's a sign. If somebody has trouble talking, has difficulty pronouncing words or finding words, that's a sign. And then there's the time. We have to act as quickly as possible. What can we do at the workplace? Since it's a leading cause of serious long-term disability, it's important to know what we can do. On the preventive side, we can give you on the medical service guidance and advice on risk factors. We have a blood pressure machine for all available during the working hours. You can always use it and it's free and available. And if you have any questions, you can ask. Further, Dominique is very active also in first aid training to help you to recognize the first signs, but also to act if somebody needs resuscitation. And what did we do in case of disability? One of the most important factors is that we make it as accessible, the workplace, but also adjust, have certain ergonomic measures in place that somebody really can come back to work. Those are the things we can do for people with long-term disabilities. Thank you very much. This was my kickoff. I wish you a very, very interesting presentation, and I leave the floor to Louis Gustin and Elise Mati, who are going to present their experience with living with CVA. Thank you very much. Bonjour à tous, merci d'être là pour écouter notre histoire un petit peu particulière. Louis, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'est arrivé en 2015 ? Bonjour à tous, merci de nous accueillir à l'ONU. C'est vraiment un privilège pour nous d'être présents ici à Genève. Merci à Dominique Vanzo qui a été notre maître à penser et un petit peu manager, en tout cas pour moi. Et merci à Kira et à Elisabeth de nous avoir présenté et présenter les symptômes de l'AVC. Donc c'est moi qui dois présenter. À toi l'honneur. Donc je vais présenter un petit peu mon parcours, mais je vais essayer de rester dans 25 minutes. Donc excusez-moi si je dispasse un petit peu.
Donc je suis né à Metz, en France, en 1990. Et j'ai étudié le droit public à Metz et j'étais à la fac de droit de Strasbourg pour étudier le droit européen. Après, j'ai été en Erasmus à Varsovie pendant 2 ans. Je parlais anglais. Après mes études, j'ai fait un stage à Bruxelles et j'étais dans un stage dans une association qui s'appelait l'association Bourgogne et Franche-Comté. J'étais chargé de mission européenne. Et donc j'ai été avec tous mes amis à Bruxelles, on parlait anglais et on a reçu un mail du Collège d'Europe à Varsovie pour retourner pour fêter un petit peu notre diplôme. Donc je suis retourné à Varsovie, on était très contents et on a presque fêté notre diplôme, mais en fait j'ai eu un AVC à 15h dans un petit café de Varsovie, dans le centre de Varsovie, et je ne savais pas ce que c'était parce que j'ai étudié le droit, j'ai pas étudié la médecine, j'ai été complètement inconscient, mais j'ai perdu la voix dans ce café. Et donc mes amis, ils ont appelé les ambulances et j'ai été transféré à un hôpital de Varsovie. Et donc tous mes amis et ma famille, mes parents et puis ma sœur, ils sont venus de France pour m'appuyer et me soutenir. Et donc, je suis resté 2 semaines à Varsovie et j'ai été rapatrié en France en avion à Metz et j'étais en fait en hôpital central et j'étais 1 an et demi en centre de rééducation. Bon, je parle à peu près bien, mais vous êtes au courant qu'on fait 6 conférences. On a fait déjà 6 conférences, et puis l'ONU, c'est un petit peu pour moi une consécration. Et donc excusez-moi. Et donc Élise, raconte-nous un petit peu ta vie en fait. Bah, Louis, moi, tu me connais bien, donc je vais pas la raconter à toi. Mais moi, contrairement à toi, je savais très bien ce que c'était qu'un AVC parce qu'en fait, j'ai étudié dans la même faculté que le professeur Ossieni qui va parler juste après. Donc l'AVC, je connaissais bien, c'était dans mes cours, mais à aucun moment je pensais que ça allait m'arriver à moi. Et en fait, j'étais donc étudiante en médecine en 9e année, j'étais en master 2 de recherche à l'époque. Et je me préparais pour le marathon de Paris, donc j'étais très sportive. Et un matin, je suis partie courir à 6h du matin et j'ai eu une très forte douleur dans mon cou à droite et je me suis retrouvée par terre. J'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Et dans ma tête, je me faisais tous les facteurs de risque cardiovasculaire et je m'énumérais tout. Je disais mais c'est pas possible, j'arrive pas à me relever, j'ai pas fait un AVC, j'ai pas ça, j'ai pas d'hypertension, j'ai pas d'obésité, j'avais rien qui pouvait prétendre à faire un accident vasculaire à 27 ans. Donc j'étais un peu j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait et heureusement quelqu'un est arrivé me sauver la vie et appeler le 15 en urgence pour me transférer à l'hôpital. Malheureusement, Louis et moi on a fait une cause d'AVC assez rare, chez les jeunes c'est pas évitable malheureusement et du coup la thrombolyse n'a pas eu les effets escomptés sur les séquelles neurologiques qui s'en sont suivies. Mais on a été pris en charge dans les délais, heureusement. Et donc, tu vas nous raconter, Louis, qu'est-ce qui s'est passé juste après ton AVC et qu'est-ce qui t'a aidé à garder espoir au tout début? C'était ma question. Non, bah, je vais dire, qu'est-ce qui m'a aidé à garder espoir, c'est ma famille, mes 2 parents et ma sœur et je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. Et donc ma sœur elle est ici, mes parents ils sont ici, et donc honnêtement c'était vraiment incroyable de les voir à Varsovie. Et puis j'étais entouré de mes amis
et qui parlait français, anglais, même polonais, allemand. Et c'était vraiment, pour moi qui parlais pas, c'était vraiment incroyable d'entendre tout ce multilinguisme. C'était vraiment impressionnant. Et donc, pour toi, tu as gardé espoir comment? Eh bien, moi, c'est pareil, c'est ma famille et mes amis. En fait, au début, ce qu'il faut savoir, au début d'un AVC, on est un peu dans le déni. Je pense qu'on se rend pas trop compte de ce qui se passe. Tout va très, très vite. Louis et moi, on est passé en réanimation quelques jours. On n'a jamais été dans le coma. Moi, j'étais consciente de tout. Je connaissais la réanimation. J'y avais travaillé en tant qu'étudiante. J'entendais tous les noms qu'ils utilisaient, les médecins, et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Les premiers jours, on est un peu dans le pâté, hein, faut dire ce qui est. Et en fait, au début, on ne prend pas conscience des choses. Moi, j'avais pas pris conscience du tout de la suite. Et ce qui m'a aidé à garder espoir, c'est clairement ma famille également, ma famille et mes amis qui étaient à mon chevet et qui rigolaient avec moi. On n'était pas en train de pleurer avec Louis. Enfin, on se connaissait pas encore, mais on n'était pas en train de pleurer. Mais après, ça a été plus dur. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Pour moi, ce qui a été le plus dur, c'est d'arrêter mes études du jour au lendemain. J'étais en 9e année, donc j'avais fait une année de Master 2. J'avais quasiment terminé, j'étais au bout de mes études. Et 10 ans, c'est long pour être médecin. 10-11 ans, là, j'avais fait un Master 2 de recherche. Je pensais quasi avoir terminé, mon avenir était tracé. Et du jour au lendemain, j'étais bloquée dans un lit d'hôpital, ce qui arrive à peu de personnes quand même à 27 ans pendant plus de 3 mois. Donc ça a été vraiment le plus dur, et puis de rendre triste mes parents aussi. Et, et ensuite, ce qui a été le plus dur, c'était de ne pas pouvoir faire ce marathon de Paris que j'avais prévu en avril 2017. Voilà. Et tu es médecin aujourd'hui? Oui, heureusement, j'ai réussi à reprendre et à finir mes études quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Et toi, tu n'as pas répondu à la question. Si. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert sur moi-même ou toi? Tu peux répondre? En fait, j'ai découvert que l'AVC, il m'a rendu aphasique et il fallait que je rencontre des gens. Il fallait que je rencontre des gens et donc moi j'étais aphasique. Bon, je parlerai un petit peu plus de l'aphasie, mais il fallait que je rencontre des gens coûte que coûte, parce que en rencontrant des gens, il me fallait parler. Et donc c'était intéressant, mais pas intéressant, mais c'était passionnant de rencontrer des personnes. Et j'ai rencontré des tas de personnes. Donc, potentiellement, j'ai rencontré une personne, je connaissais déjà une personne qui travaillait à l'ONU. Je connaissais le président des aphasiques de France. Je connais maintenant le président d'Aphasique suisse. C'est pas le président, mais il m'a recommandé un logopédiste. Et donc, qui va vous présenter un petit peu l'aphasie. Et donc, c'était vraiment impressionnant comme j'ai rencontré tous les gens, en fait. Et donc, toi, tu as découvert quoi sur toi? Alors, sur moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Je ne pensais pas être aussi forte et pouvoir me relever après un accident pareil. Et je pense qu'on a tous eu des drames dans notre vie assez plus ou moins difficiles à vivre, tous des expériences un peu difficiles, et finalement, on a tous une force comme ça qui peut être décuplée. Et elle a été décuplée après ta rencontre, évidemment. Mais déjà, quand on est soutenu par la famille, les amis, je pense qu'on peut retrouver cette force pour se relever et faire de belles choses. La preuve en est aujourd'hui. Tu es en train de parler devant plusieurs personnes et ton aphasie est loin derrière toi. Donc voilà, cette force-là que j'ai découvert en nous.
Donc je vais présenter un peu Louis et Louis me présentera quelques minutes après. Louis maintenant, il est chargé de mission handicap au ministère sociaux. Il en a bavé pour retrouver un travail qui correspondait un peu aux études de droit qu'il avait fait. Il le dira pas parce il est timide, mais on est très fiers de lui, sa famille et moi, parce qu'il a eu pas mal de moments difficiles où des stages n'ont pas été validés parce que à cause de son aphasie et ses troubles invisibles. Et donc maintenant, à force de courage et de persévérance, tu as réussi à être titulaire en catégorie A au ministère sociaux à Paris. On t'en félicite tous aujourd'hui. Bravo. Mais je voulais rebondir sur mon métier parce que c'était pas facile de rentrer en étant aphasique dans le milieu professionnel. Parce que j'ai eu des stages qui n'ont pas été validés et moi j'étais un petit peu timide professionnellement. Et donc c'était un petit peu difficile. Ça m'a coûté non. Ça m'a pris 2 ans d'avoir un boulot stable. Et donc c'était vraiment horrible de ne pas avoir de travail. Mais j'aurais pu être. Je pouvais travailler en anglais, je pouvais travailler en français, je pouvais travailler à Bruxelles, à Berlin, à Varsovie, mais patatras, l'aphasie, elle m'a plombé et je me suis relevé coûte que coûte, mais c'est pas facile de se relever de l'aphasie, c'est pas un claquement de doigts. Et c'est vraiment des mois et des mois d'orthophonie ou de logopédie. Et bravo en tout cas à toi Grégoire, logopédiste à Genève. Et tu pourras dire à tous tes amis et tes collègues qu'ils sont géniaux pour moi et pour nous. Donc j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire sur l'aphasie. Et Mais dis-nous plus précisément, parce que les gens vont pas comprendre ce que c'est une aphasie. Ce qui se passe dans ton cerveau quand tu comprends que tu peux plus parler. Est-ce que tes phrases, elles sont quand même dans le cerveau et ça n'arrive pas à aboutir dans ta bouche, ou même dans ton cerveau, la phrase n'est pas construite? C'est ça qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Explique-nous en détail. Je peux vous raconter des anecdotes, mais pour faire simple, ça c'est mon orthophonie qui m'a expliqué, parce que je ne connaissais absolument pas le travail de mon cerveau, mais elle m'a donné des images, l'image de mon cerveau qui pouvait parler. Mais j'ai eu un AVC sur la partie de l'aphasie. Et donc, pour reconstruire tous les vaisseaux sanguins, tous les nerfs et tous les neurones, il fallait que je fasse de l'orthophonie pour aller par des détours par des tours, aller jusqu'à l'information dans mon cerveau qui était impactée. Et donc moi je parlais français et je savais que je parlais français. Et c'était dur aussi pour moi de plus parler français, c'était ma langue maternelle, et donc c'est des anecdotes. Par exemple, je cite ça beaucoup de fois parce qu'on est en Suisse et que vous dites 70 et 90 et même 80 dans le canton de Vaud. Et donc moi quand j'ai fait les nombres avec ma logopédie, enfin, mon orthophoniste,
Donc, je disais 50, 60 et 70 et 90. Et donc, elle m'a dit, ah non, on ne dit pas ça en France, on dit 70 et 90. Et donc, moi, j'étais habitué à faire mon stage en Belgique. On dit 60 et 70, 70 et 90, pardon. Et j'aime bien être dans un nouveau pays et apprendre, entre guillemets, parler avec un dialecte. Ouais. Et donc voilà, donc j'étais choqué parce que de toute façon on dit 70 et 90, c'était vachement plus facile que de dire 70 et 90. Et est-ce que tu as réalisé que tu n'arrivais plus à parler ni français ni anglais aussi, ce que tu dis pas, mais tu étais bilingue en anglais et en polonais, tu parlais plus les 3 langues, enfin pas bilingue. Je parlais anglais couramment, mais après, bon, je vais pas je vais pas faire un cours sur l'aphasie. Je pense que Grégory il est mieux placé, mais j'avais toujours le cerveau qui était avec ma langue maternelle et l'anglais. Je pouvais très bien comprendre l'anglais. Je pouvais regarder une série anglaise, mais je ne pouvais pas parler. Et moi, je pensais, en fait, pour dire une phrase toute simple, je pensais à une phrase toute bête, mais je n'arrivais pas à la dire. On a un petit problème avec les slides ne passent plus. Pardon. Non, j'ai rien fait du tout. Donc, on va vous raconter un peu notre histoire après notre rencontre. Du coup, oui, je sais. Donc, toi, t'as Fazi que tu parles pendant une demi-heure, puis après, moi, je dois me dépêcher. Sympa, le mec. Donc, du coup, en 2019, Louis, il n'avait pas encore son travail. Du coup, il était souvent à l'appart. Et il m'a dit un jour, viens, on fait le tour d'Europe. Donc, moi, je me suis dit, bah, c'est sympa le tour d'Europe. Moi, j'ai ma thèse de médecine à passer, donc je veux bien le faire avec toi, mais par contre, tu t'organises tout. Je me suis dit, bon, en disant ça, il va pas le faire, ça va aller, je vais être tranquille. Et en fait, il a organisé déjà des conférences autour de la France et de l'Europe. On a fait quand même 9000 km, je crois, avec notre petite voiture avec un lit aménagé en derrière, pour parler de l'AVC, parce que nous, on a été touchés très très jeunes. Effectivement, on vous a parlé des facteurs de risque. Nous, on n'avait aucun facteur de risque. C'est une cause très très rare, mais il faut connaître les signes cliniques dont on vous a parlé tout à l'heure, et on essaie d'en parler le plus possible et vous dire aussi que ça peut arriver chez les jeunes, mais on peut aussi se relever d'un traumatisme pareil. Et donc, on a parlé de ça. On essaie de donner de l'espoir à d'autres jeunes qui ont vécu la même chose. J'espère qu'on fait bien. Et ensuite, Louis s'arrête pas là. Il me dit l'année passée, avant qu'on déménage en Haute-Savoie, il me dit oui, j'aimerais bien faire le tour du lac Léman. Donc moi j'ai dit oui, j'aimerais bien aussi, mais j'aimerais bien faire du sport en même temps. Donc on a allié et les conférences et le sport. C'est pour ça qu'on s'est acheté 2 tricycles pour faire le tour du lac Léman qu'on a presque fini. On termine demain. Donc on fait aussi des conférences. Là, on en est à la 6e. On est super contents. Et on a d'autres projets, mais on n'aura pas le temps de vous en parler. On a aussi recouru nos 10 km à Annecy. J'ai pas fait de marathon, mais pour moi, ce 10 km compte comme un marathon, donc j'en suis très très fière. Et Louis, tu vas nous dire pourquoi tu as envie d'être ambassadeur du handicap ? J'ai envie d'être ambassadeur du handicap, c'est un grand mot, mais à ton nom, on a été accueillis par une orthophoniste et un kinésithérapeute, son mari qui était
kiné. Et il m'a demandé une question bête et méchante, mais il m'a dit pourquoi vous faites des conférences? Waouh! Et je ne savais plus trop où me mettre. Et en fait, je lui ai répondu, en fait, les conférences, c'est extrêmement bien pour moi parce que je dois dire pas mal de trucs, pas mal d'éléments devant des personnes et je dois dire en étant aphasique. Et donc, j'ai envie d'être un ambassadeur du handicap. Nous avons envie d'être ambassadeurs du handicap. On veut montrer qu'on peut faire pas mal de choses. Moi, j'ai réussi à être médecin et on arrive à refaire du sport malgré le handicap grâce à des associations. Et maintenant, moi, j'ai voulu renommer le terme AVC, qui veut dire accident vasculaire cérébral. Et pour nous, maintenant, il signifie plutôt avenir, vivre et reprendre confiance en soi. Donc, on est très fiers d'être là aujourd'hui. Je vais juste vous passer une vidéo de quelques secondes pour vous montrer qu'avec de la force et du courage, on arrive à progresser toujours. Vas-y, lance la vidéo, Lou. C'est mes progrès entre mai 2017 et mai 2020, ma démarche 3 mois après mon AVC et 3 ans après. Bon, il y a énormément d'heures de rééducation entre-temps. On a juste une minute pour remercier l'association ADMAS Sport Handicap parce qu'ils nous ont aidés dans tout le côté logistique. Bravo. Je voulais l'applaudir. Et l'association des aphasiques du Mont Blanc et de France. Merci de nous avoir écoutés. Je vais introduire le prochain orateur qui me tient beaucoup à cœur car c'est le professeur de neurologie qui m'a accueilli les heures qui ont suivi mon accident vasculaire cérébral. Donc je remercie le professeur Ossény d'être présent aujourd'hui pour nous parler de l'AVC. Il est professeur de neurologie au CHU Henri Mondor où j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines avant de passer en rééducation. Bonjour à tous, faites-moi signe si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Écoutez, je suis très ému après ce que vous avez montré, Élise et Louis. Louis qui se dit aphasique, mais c'est moi qui vais avoir du mal à trouver mes mots. Restez Louis que je vous vois, parce que vous disparaissez, je ne vous vois pas, Louis et Élise, si vous pouvez rester devant ma caméra. Voilà, parce que là, je ne vois personne sinon. Je suis très ému de prendre la parole après vous parce que vous pensez que je vais vous apprendre quelque chose, vous et votre assistance, alors que moi, je trouve que j'ai beaucoup appris avec vous. Peut-être vous ne savez pas, mais vous êtes un exemple pour toute mon équipe. Tout le monde ici vous connaît. Et quand on a des jeunes, des moins jeunes, parce que comme vous l'avez dit, l'AVC, ça touche tous les âges. On leur dit, vous savez, on a eu une étudiante en médecine, on a eu une étudiante en droit, on a eu encore un adolescent la semaine dernière de 15 ans qui a fait un AVC beaucoup plus sévère que vous. Là, il est assis, il marche dans le couloir. Donc, votre cas est un exemple. Toute l'équipe se souvient de vous. On a beaucoup appris avec vous, à travers vous, parce qu'on ne comprend pas. Les AVC, c'est jamais la même chose. Donc, on a des gens... Vous l'avez dit, quand on a le cerveau gauche qui est touché, on perd la motricité de la main droite, de la jambe droite, de la parole. Quand on a le cerveau droit qui est touché, la main gauche, la jambe gauche ne répond pas. Mais on voit que chaque AVC est une histoire particulière, est un cas particulier. Je ne vais pas être très long parce que vous avez presque tout dit. Moi, j'apprends avec vous, avec mes patients, c'est tous les jours. Nous avons ce travail, notre unité, elle a maintenant 23 ans.
Nous avons plus de 25 appels par jour pour des AVC. On fait des thrombolyses. C'est une activité qui est 24 sur 24, 7 sur 7. Les patients arrivent à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Et les chiffres qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire vite, parce que chaque minute compte quand on a une artère cérébrale malade, parce que derrière cette artère, il y a des millions de neurones qui sont off. Donc si c'est les neurones de la main, la main ne bouge pas. Si c'est les neurones de la parole, comme lui nous l'a montré, la parole n'est pas bonne. Mais il faut savoir que ces vaillants neurones, ils restent vivants. Ils attendent qu'on remette du jus dans l'artère. Et ça, ils peuvent résister quelques heures. Au-delà de 4 heures, 5 heures, 6 heures, là, ils commencent à être vraiment fatigués et à être détruits. Donc, nous, on a un combat minute par minute d'essayer d'enlever l'obstacle, de désobstruer l'artère, de déboucher clairement l'artère qui est malade pour remettre du jus là où il faut. Et là, quel miracle quand on a une main qui rebouge ou la parole qui revient, même que quand ce n'est pas 100%, on voit quel effort vous avez fait. Donc, les quelques chiffres que j'aimerais bien qu'on retienne, 20% de la population est à risque de faire un AVC pendant sa vie. 20%, une personne sur 5. C'est pour ça les gens, comme tu l'as dit, Élise, ne se rendent pas compte que ça peut arriver à n'importe qui, qu'on ait des facteurs de risque ou qu'on n'ait pas de facteurs de risque. Et il faut savoir qu'on est à risque de faire un accident vasculaire cérébral et une personne sur 5 est à risque de faire un AVC. Heureusement qu'il y a un traitement efficace. Si on est dans les premières heures, ce traitement, il doit être dans une unité spécialisée, un stroke center, une unité neurovasculaire qui est 24 sur 24 et où là, comme vous l'avez dit tous les deux, il y a plein de monde, il y a des médecins, des non-médecins, des radiologues, des chirurgiens, des rééducateurs, des kinés, orthophonistes, psychomoteurs, des ergothérapeutes. C'est un travail énorme, mais pour remettre ces neurones qui ont été abîmés en marche rapidement. Donc, les quelques chiffres, 20% de la population risque de faire un AVC, 80% des AVC sont évitables, on peut les prévenir quand on connaît les facteurs de risque et qui ont été rappelés. Lutter contre l'hypertension artérielle, contre le diabète, contre l'obésité, c'est des choses qu'on peut faire et qu'on peut éviter la survenue d'un accident vasculaire cérébral dans 80% des cas. Est-ce que vous avez dit, Élise, ça me touche beaucoup de dire c'est plus un AVC, c'est avenir, c'est vivre, c'est reprendre confiance et c'est ce que vous avez démontré parce que la vie après l'AVC, c'est vrai que nous, on est pris dans les urgences immédiates de dire que faut-il faire dans les premières minutes, mais on voit que vous, ça fait des années que vous vous battez contre les séquelles et les conséquences de cet accident vasculaire cérébral. Bravo. Voilà, je m'arrête là parce que je suis admiratif devant tant d'efforts, tant d'énergie pour reprendre une vie presque normale, même la vôtre, et encore plus intéressante pour plein de gens qui n'ont aucun handicap cérébral, mais qui ne profitent pas de la vie comme vous le faites. Bravo encore. Alors j'aurais juste 2 questions. Je passe après le micro au public peut-être qui a aussi également des questions. Vous avez annoncé tout à l'heure avoir perdu des facultés à discuter, à parler en langue étrangère, notamment l'anglais. Est-ce que maintenant vous avez pu récupérer après tout ce temps de convalescence, on va dire, de récupérer en fait ces facultés en anglais comme avant? Est-ce que vous avez des souvenirs de cette période-là? Est-ce que maintenant ça va mieux ou comment ça se déroule en fait? Do you have the I speak English or yes? Yes, I think you can speak English with me. Okay, so I will talk in English, not fluently because I'm in front of a lot of people, so I will not talk not fluently. Non, j'ai pas compris la question. Est-ce que tu arrives à avoir des facultés à reparler si on arrive par exemple à avoir une discussion Oui, je peux. I can talk to you normally. Where if you
if we are in cafe or somewhere else, but I can speak fluently, but familiarly, but not professionally. But I can speak more if I talk more English, because I do not speak English daily. I did my second internships in the European Parliament in Brussels, and I spoke English. But right now, it's difficult for me to speak English. But I can speak English. And you have more facilities to understand, efficiently understand people which is talking, but to speak, it's a bit more complicated and less now. A little bit difficult. Yes, I can understand. I understand mostly the British people. I love their accents, but and yes, I can understand perfectly, but I can I have more difficulties to speak. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, s'il peut parler anglais, ça va lui demander plus d'efforts parce qu'il ne le pratique pas assez tous les jours au quotidien, en fait. S'il le pratiquait dans son métier, bien sûr qu'il serait. Il aurait pu récupérer. And in 2019, I did several conference and meetings in English. Yes, I want to speak more and more English. Du coup, ça en venait à ma deuxième question. C'est est-ce qu'il y a des cas en fait où le cerveau il n'arrive pas à récupérer en fait ces données-là, et en fait, est-ce que ça peut arriver où il n'y a plus possibilité du tout de récupérer de mobilité, d'entreprendre ou de savoir de récupérer des données qui étaient là présentes avant l'AVC? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, ça dépend de la zone qui a été touchée, évidemment. Mais en fait, le cerveau, il est plastique, il a une plasticité cérébrale qui fait que plus tu vas travailler, si par exemple des gens de 60 ans, je sais qu'il y en a dans la salle, veulent apprendre le chinois, ça va être hyper difficile. Mais plus ils vont travailler, s'ils travaillent 1 heure par jour, ça va pas être suffisant. Mais s'ils travaillent 4 heures par jour, ils vont faire des progrès. En fait, pour quelqu'un qui a eu un AVC, c'est la même chose. C'est plus tu t'entraîneras, plus tu progresseras, quoi. Entre les 2 vidéos que j'ai montrées, il y avait une année où j'ai fait 4 heures de rééducation par jour. Maintenant, j'en suis toujours à 2 heures en plus de mon métier. Par jour. Et j'arrive encore à progresser au niveau du bras alors que l'atteinte était vraiment majeure, quoi. J'étais paralysée de tout le côté gauche. Et Louis, c'est pareil, il a énormément progressé au boulot. Il parle tous les jours. Les conférences, ça lui permet de travailler tous les jours. Et plus tu travailles, plus tu progresseras, en fait. Enfin, après, ça dépend vraiment aussi de l'atteinte. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Mais plus tu bosses, plus tu progresses. Moi, j'ai une petite question. Vous avez eu une chance extraordinaire et vous en avez pas parlé dans cette conférence. Vous vous êtes rencontrés. Est-ce que vous diriez que cet amour que vous avez eu la chance de trouver, il vous a aidé dans votre éducation et dans le fait de redevenir qui vous étiez? Évidemment. Évidemment, parce que elle et moi, on fait de l'auto-rééducation. Pas pareil, mais elle fait de la rééducation pour ses membres et moi pour ma parole. Et c'est différent, mais on fait à peu près le même temps de rééducation quotidiennement. En fait, on fait de l'auto-rééducation. Du coup, quand je fais mes exercices de kiné, lui, il me parle pendant 2 plombs, j'en peux plus. Et puis, souvent, je me fais engueuler. Non, mais oui, ça nous a aidés, c'est sûr. Merci. Voilà, on va laisser la place à M. Grégoire Piton pour le logopède. Voilà, bonjour à tous. Je vais vous parler encore un tout petit moment d'aphasie. Moi, je suis logopédiste, donc orthophoniste en France. J'ai fait un doctorat en logopédie à l'Université de Genève et je donne aussi des cours aux logopédistes.
Donc, on a déjà parlé un peu de l'aphasie, c'est une des conséquences de l'AVC. On a une aphasie quand les zones cruciales du langage sont touchées, et ces zones-là sont situées dans l'hémisphère gauche. Donc, on a deux hémisphères dans le cerveau, un à droite, un à gauche. Si on a une lésion dans l'hémisphère gauche, on aura probablement une aphasie. Et le langage est situé à gauche dans le cerveau chez 90% des droitiers et chez 80% des gauchers. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'AVC, mais il y a d'autres causes qui peuvent créer des lésions dans le cerveau. Ça peut être aussi des TCC, des traumatismes crânio-cérébraux, quand les gens font un accident de la route, un accident de ski, tous les chocs qui sont portés à la tête. Ça peut aussi créer des lésions dans le cerveau. Ou alors encore des tumeurs qui peuvent toucher le cerveau. Donc les tumeurs qui soit grandissent dans le cerveau, soit sont opérées et ôtées du cerveau. Et si elles sont situées sur le réseau du langage, ça va créer une aphasie. Pour les AVC, on en a déjà beaucoup parlé, mais les derniers chiffres que j'avais trouvés, c'était 1 million d'AVC chaque année en Europe, soit une personne toutes les 30 secondes qui va avoir un AVC en Europe. Si on prend les chiffres dans le monde, c'est une personne toutes les 6 secondes. En Europe, il y a environ 10 millions de personnes qui vivent avec des séquelles d'AVC et on prévoit qu'il y en aura encore 2 millions de plus dans 30 ans. Maintenant, si on en revient à ma spécialisation, l'aphasie, il y a 20 à 40% des AVC qui vont entraîner donc des troubles du langage et de la communication qu'on appelle aphasie. Les aphasies, en fait, il faudrait plutôt les mettre au pluriel parce qu'il n'y a pas un type d'aphasie prédominant, mais les troubles peuvent être très très variables d'une personne à l'autre. Donc ça va toucher plus ou moins la parole. Il y a des personnes qui vont plus du tout pouvoir parler. Chez d'autres, ça va être des petites difficultés d'articulation. Il y aura des troubles de compréhension plus ou moins marqués aussi chez les personnes. Ça touche pas seulement l'oral, c'est pas seulement pour parler et comprendre, mais aussi pour écrire et pour lire. Donc c'est vraiment le langage qui est touché dans toutes ces modalités. Et tout ça, ça dépend de la taille de la lésion. Si la lésion elle est très étendue, on aura une aphasie plus importante que s'il y a une petite lésion. Et s'il y a des carrefours critiques vraiment qui sont touchés, ça peut être une petite lésion mais qui est mal située dans des carrefours que j'ai entourés ici sur l'hémisphère gauche du cerveau. Et là, on aura aussi des aphasies plus sévères. Donc ça, c'était juste pour illustrer les différentes possibilités qu'on peut observer en cas d'aphasie. Donc cette personne veut dire une personne aphasique voudrait décrire cette image. Ici, une personne qui aurait une aphasie très sévère ne pourrait rien dire du tout. Une personne qui arriverait à trouver certains mots dirait homme, lecture, elle ne pourrait plus trouver les verbes, par exemple. Une autre personne arriverait juste à dire les pronoms, elle, non, il, ou alors elle transformerait certains mots. Madame lit son machin avec les pages. Ou un homme rit un livre sur une chaise. Donc certains mots sont transformés. Là, on utilise chaise pour banc. Donc voilà, il y a des confusions qui peuvent être vraiment à tous les niveaux linguistiques. Ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est la récupération et puis les visions d'avenir que Louis et Elise nous ont présentées. Donc la récupération, elle est possible, même si elle est quand même rarement totale. Et elle s'effectue davantage dans les premiers mois. Mais ce qui est montré dans les études, c'est que même après des décennies, on peut encore s'améliorer et récupérer certaines fonctions langagières. L'aphasie, c'est une maladie qui a vraiment un gros impact. Si on fait le top des pires maladies qui existent sur la planète, malheureusement, l'aphasie arrive quasiment en première place. Donc moi, j'ai encore l'écran ici chez moi, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mettre le diaporama. Merci. Donc ça va vraiment toucher le langage. Donc c'est le moyen de communication qu'on a pour communiquer entre êtres humains. Donc c'est vraiment quelque chose de très intime et très lié aux émotions. Donc qui va affecter le moral de la personne et de tout son entourage, avoir un gros impact sur la qualité de vie, l'autonomie, la participation à toute la vie de la société. Parce que tout passe par le langage dans notre société, que ce soit par oral ou par écrit.
Et aussi les capacités de retour au travail. Donc là, bravo à Louis et Élise qui ont vraiment bien géré cet aspect-là. Et ce handicap, c'est très important d'en parler parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. L'AVC et l'aphasie encore moins, et c'est vraiment sous-estimé. Concernant le traitement, donc il n'y a pas de traitement miracle pour traiter cette maladie. Pas encore. Il y a beaucoup de recherches qui sont en cours, donc on fait des recherches aussi ici à Genève, à l'université. On utilise par exemple la réalité virtuelle pour voir si c'est quelque chose qui peut améliorer encore la récupération du langage. Il y a beaucoup de techniques de neurostimulation qui sont maintenant testées, qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne ou la stimulation par courant direct avec des électrodes situées sur la tête. Donc là, vous avez quelques images, mais c'est encore des choses qui sont au stade de la recherche et malheureusement, il n'y a pas encore des résultats très très concluants pour l'instant. Peut-être que si on en individualise un peu plus les choses, ça pourra aider dans le futur. Et concernant les médicaments, ça c'est une question qu'on nous pose souvent à l'hôpital. Est-ce que je ne pourrais pas prendre un médicament et récupérer mon langage? Et malheureusement, là aussi, c'est pas très concluant pour l'instant. Donc ce qui reste comme traitement le plus efficace, c'est d'entraîner le cerveau, comme le disaient très très bien Élise et Louis juste avant. Vraiment faire de l'entraînement intensif. Et la logopédie, c'est à ça que ça sert. Donc on fait d'abord un bilan pour fixer des objectifs. Et après, on fait des séances de traitement sur plusieurs mois, plusieurs années. Et en fonction des progrès, on va poursuivre plus ou moins longtemps. On va aussi, bien sûr, toujours inclure l'entourage dans ce traitement et donner des informations et des conseils. Ce qui a été montré pour la logopédie, c'est que si on fait de la logopédie, de l'orthophonie, on a quand même 2 fois plus de progrès que la récupération spontanée du cerveau. Le cerveau, il va récupérer spontanément après un incident. Comme disait Élise, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Il y a de la récupération qui se fait, mais si on booste un peu cette récupération par des exercices ciblés, on peut récupérer quand même 2 fois plus. C'est important de faire des choses intensives, de travailler vraiment tous les jours, donc il faut beaucoup de motivation. Et là, il y a pas mal d'aides technologiques qui nous aident maintenant à proposer des traitements plus intensifs, parce que c'est pas possible de voir tout le monde tous les jours, donc on peut aussi donner des exercices à faire seul. C'est ce qu'on appelle l'auto-rééducation qui va être guidée. 2 grandes approches de traitement. La première, c'est la restauration. D'abord, on essaie de viser le fait que la personne retrouve les mêmes fonctions qu'avant. Et si c'est trop compliqué, on va se tourner vers de la compensation où la personne va essayer de communiquer autrement qu'avec le langage. J'aimerais aussi souligner que parfois, les progrès sont limités. S'il y a vraiment une lésion qui est trop étendue ou des zones vraiment cruciales qui sont touchées, ça vous est peut-être arrivé de rencontrer des gens qui ont vraiment eu des aphasies très sévères, qui n'arrivent plus du tout à parler. Et puis, ça, j'aimerais juste souligner que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu la motivation de faire de la rééducation. La motivation est un facteur important, mais il n'y a pas que ça. Donc 2-3 exemples d'exercices qu'on fait en logopédie pour récupérer les mots. Ça, c'est des exercices qu'on fait de manière très répétée. Les mots, il faut les récupérer des centaines, des milliers de fois pour qu'ils reviennent. Donc là, il faut trouver le mot percer, le verbe saluer, ou alors construire une phrase quand on a des troubles au niveau de la syntaxe. Et ce qu'on fait aussi maintenant sur tablette tactile, c'est de chercher des mots comme ça. Il faut retrouver les lettres, on nous donne des indices de moins en moins présents. Et en compréhension, il faut chercher par exemple l'image qui correspond au mot anneau, ou alors les 2 mots qui correspondent à ce beau chien. Si la personne n'arrive vraiment plus à s'exprimer par oral ou par écrit, on va utiliser des images comme ça, des pictogrammes, pour que la personne puisse quand même communiquer avec son entourage. Pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, il y a des études qui ont montré que les changements pouvaient être positifs après une aphasie. Ça pouvait changer la personnalité, faire en sorte que les gens soient moins timides, aillent un peu plus vers les autres, par exemple. Et si vous êtes intéressé par des témoignages, il y a l'association Aphasie Suisse qui a publié quelques portraits de personnes qui vivent avec une aphasie en Suisse et qui expliquent comment elles arrivent à bien vivre avec ce trouble.
Il y a aussi 2 BD qui sont sortis en France tout récemment. Là, je ne sais pas si vous les avez déjà lus. Mon petit AVC de Margot Turca en 2021 et Silence Radio, 36 mois pour me relever d'un AVC par un journaliste. Et c'est des témoignages vraiment assez intéressants de comment l'aphasie est vécue de l'intérieur. Et je rejoins aussi le neurologue sur ce point. C'est vrai qu'on apprend énormément des patients, des personnes touchées. Et c'est vraiment très important de pouvoir comprendre comment les gens ressentent les choses de l'intérieur. C'est impossible de se mettre à la place des gens concernés. Voilà, j'ai terminé pour cette petite présentation sur l'aphasie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, on va passer aux questions. Donc, si vous avez une question, il faut lever la main et on va vous passer le micro. Et pour ceux qui sont en Webex, on vous laisse les données dans le chat et on essaiera d'y répondre au mieux. Le docteur Piton et le docteur Ossény essaieront de répondre. Je vais en profiter alors avant. Comment est-ce qu'on peut éviter tout ça? Est-ce qu'il y a des méthodes ou des techniques pour essayer de voir... Oui, c'est ça, oui. Pour éviter l'AVC, on en a parlé au tout début. Dans 80% des cas, on peut éviter un AVC si on contrôle tous les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, le diabète, ne pas fumer, ne pas être obèse, faire de l'activité physique. Donc ça, c'est dans la majorité des cas. Ils peuvent être évités si on évite ces facteurs de risque cardiovasculaire. Le cholestérol aussi, j'en oublie sûrement certains. Moi, je dis les principaux. Voilà, l'hypertension, diabète, tabac et obésité, c'est les principaux à contrôler pour pas faire d'AVC. En fait, c'est les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire que les infarctus pour le cœur. En fait, ça bouche les grosses artères et celles du cerveau et celles du cœur. Mais voilà, dans certains cas, nous, on est des cas un peu rares et exceptionnels. On n'avait aucun facteur de risque et on a fait quand même un AVC. C'est pour ça qu'on en parle quand même. Il y a des rares cas où malheureusement ça peut arriver sans les facteurs de risque. C'est rare, donc il faut retenir plutôt qu'on peut les éviter en allant chez le médecin traitant, ou chez l'endocrinologue. C'est mon métier, donc moi je traite les patients diabétiques pour éviter qu'ils fassent un AVC. Donc ma vie a un réel sens. Donc voilà. Et tu peux demander à Hassan. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Le professeur Ossény peut me rajouter un mot s'il le souhaite. Non, je le souhaite, mais vous avez tout dit, Élise. Merci, Louis. Il y a un facteur de risque que vous ne citez pas, qui, à mon avis, commence à être très, très parlant, qu'on n'apprend pas aux étudiants, mais c'est le stress. Le stress, l'anxiété, le surmenage, toutes les attitudes addictives, quelle que soit l'addiction, on voit de plus en plus, c'est un facteur de risque majeur pour les maladies cardio- et cérébrovasculaires, et on voit de plus en plus de patients stressés qui n'ont pas les autres facteurs de risque et qui font un accident vasculaire cérébral. Il y a dans les 80% évitables, vous avez cité le facteur de risque. Toutes les maladies cardiaques, quand on a une maladie cardiaque, et qu'on ne prend pas les médicaments anticoagulants nécessaires, ou si on les traite de façon inadaptée, il y a un risque de faire soit un accident ischémique par manque de ces médicaments, soit un accident hémorragique. Et puis, il y a toute une famille de maladies qu'on n'a pas parlé parce que c'est rare, mais vous êtes un exemple vivant de ces maladies. Il y a probablement des facteurs génétiques qui interviennent dans les vaisseaux de notre cerveau et qui font que les artères du cerveau, par la génétique qu'on a héritée de ses parents, font plus facilement ce qu'on appelle des dissections, des blessures de la paroi artérielle, et qui peut entraîner une occlusion d'une artère et un accident. J'ai jonglé là encore. Parce qu'il fait sa conférence là. Il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi, donc il faut couper la parole, Monsieur Fouché. Ah,
Ah, pardon. Oh, excuse-moi. Parce que tout le monde vous entend à Genève et à Paris. Pardon. Merci, monsieur Je ne sais Fouché. pas comment on fait, mais S'il y a d'autres questions, je serais ravi de les partager avec vous, Élise et Louis, bien sûr. Moi, j'ai une autre petite question. Vous vous êtes relevé de l'AVC de manière extraordinaire. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui vient de faire un AVC, qui vient de tout perdre? Qu'est-ce qu'on peut lui dire qui peut donner de l'espoir quand on est touché par un accident aussi grave? Tu veux rendre? Si quelqu'un vient de faire un AVC, déjà, je lui dirais vraiment au début, on passe par toutes les phases, en fait. On passe par le déni, la colère. Enfin, je sais pas toi si tu as passé par les mêmes phases, mais c'est compliqué de dire à quelqu'un au tout début parce qu'on se rend pas vraiment compte de l'impact sur la vie future. Mais je pense qu'il faudrait lui parler un petit peu plus tard, dans les mois qui suivent, parce que les 6 premiers mois sont extrêmement difficiles. Moi, je pense que j'ai vécu les 6 pires mois de toute ma vie, juste les 6 mois qui ont suivi l'AVC, en centre de rééducation. Où en fait, on prend vraiment l'ampleur des catastrophes physiques et cognitives. Mais après, je pense qu'on fait des rencontres extraordinaires qui font que on se relèvera forcément d'un traumatisme, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je lui dirais de se rapprocher d'autres personnes pour réapprendre à vivre et être heureux. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi ? Bah, pour moi, après tous ces projets, je pourrais dire aux aphasiques et aux AVC et aussi à toutes les personnes qui sont présentes ici et puis à côté de moi, c'est quoi vos projets? Parce que je voudrais bien savoir c'est quoi vos projets, parce que on a fait des différents projets et enfin, c'est quoi vos projets? Pour se relever, il faut forcément avoir des objectifs atteignables au jour le jour et avoir des projets. Louis, il a 1000 projets en tête encore. Et je pense que ça aide à avancer dans la vie d'avoir des projets, effectivement. S'il y a d'autres questions. Oui, je te passe après. Oui, professeur Hosseini, bonjour. Juste savoir si vous pouviez expliquer qu'est-ce que c'est qu'un peu la thrombolyse pour les personnes qui ne connaissent pas. Vous avez parlé plusieurs fois de la thrombolyse. Puis je voulais profiter de l'importance de rappeler que en cas de symptômes, même s'il y a un doute, n'hésitez pas à appeler les services d'urgence. Professeur Hosseini a aussi clairement exprimé que la notion de délai était cruciale, importante. Donc si on a un doute, on n'hésite pas à appeler les services d'urgence. Donc le 112, le 15 en France, et puis en Suisse 144, 112 aussi. N'hésitez pas, il vaut mieux faire un appel pour rien qu'un appel manqué et du temps perdu pour le patient. Donc juste si vous pouviez expliquer la thrombolyse, merci beaucoup. Alors la thrombolyse, c'est un terme que nous utilisons. Il y a un bouchon dans un vaisseau, dans un tuyau de la tête. Donc il y a un obstacle. Et moi je dis c'est du desktop. Donc on va mettre du desktop en perfusion pour aller dissoudre ce caillot qui bouche l'artère. Donc, c'est un produit fibrinolytique qui est anticoagulant, on va dire, qui va léser le caillot de sang qui est là pour le dissoudre. Quand il y a une grosse artère, comme une artère cérébrale moyenne qui vascularise une grande partie du cerveau, ce traitement seul ne suffit pas. Donc, on va aller le chercher mécaniquement. On va monter un cathéter à partir d'une artère d'une jambe. On va traverser toute la partie de l'aorte et on va monter au contact du caillot qui s'est logé dans le cerveau. On va essayer de l'attraper mécaniquement. Donc la
thrombolyse va être complétée par la thrombectomie mécanique. On attrape le caillou, soit on l'aspire, soit on l'attrape avec ce qu'on appelle un stent, et on va retirer ce caillou pour déboucher l'artère. Le but de tout ça, c'est revasculariser, c'est déboucher l'artère pour remettre du sang dans le cerveau où il ne peut pas supporter vivre sans apport de sang en permanence. Ces neurones qui étaient off vont se réveiller, mais ça, on n'a que quelques minutes, quelques heures pour le faire. Au-delà de 6 heures, ça devient très dangereux d'utiliser la thrombolyse parce qu'on va mettre du sang dans un endroit du cerveau qui peut saigner secondairement et donner une hémorragie qui peut menacer la vie de nos patients. Donc on a une fenêtre thérapeutique, comme vous l'avez dit, très étroite. Il faut agir vite, chaque minute compte, time is brain. Au-delà de 4h30, nous ne pouvons plus, de l'installation de la paralysie ou de l'aphasie, nous avons 4h30 pour administrer le produit. Au-delà de 4h30, nous ne pouvons plus faire la thrombolyse parce que là, il y a un risque d'hémorragie plus important que les quelques neurones à sauver. D'une part, il y a moins de neurones à sauver, il y a un risque de faire saigner nos patients d'une façon inacceptable. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire au-delà de 4h30. Et ce traitement maintenant chimique dans les unités neurovasculaires est complété par un traitement mécanique où nous allons faire une intervention. On n'ouvre pas le crâne, je vous ai dit, on passe par les artères de la jambe ou du bras pour aller monter dans le cerveau, attraper mécaniquement le caillot et le déboucher. Et tout ça dans les minutes qui suivent le déficit. Donc ça ne peut pas attendre, comme vous l'avez dit, il faut appeler tout de suite un service d'urgence, ne pas aller aux urgences d'un hôpital où il n'y a pas ça pour ne pas perdre du temps. Et ça ne peut pas attendre le lendemain ou une visite de contrôle chez son médecin. Et il ne faut pas aller dans n'importe quelle urgence. Il faut que ça soit centralisé dans votre centre d'urgence pour dire quelle est l'unité Stroke Center, l'unité neurovasculaire la plus proche. Il peut faire ça 24/24, 7/7. J'espère avoir été clair, parce que là, j'entends un silence assourdissant. Bon, ça va. Alors, merci beaucoup. Et pardon, Dominique, je pensais que tu voulais passer à la conclusion. C'est pour ça que j'étais un petit peu agitée. Pardon. Non, merci beaucoup pour tout ça. Je voulais juste vous dire, ma mère a fait un AVC l'année dernière, à peu près 3 mois après le décès de mon père. Donc, voilà, c'était un petit peu rock'n'roll et on pense que au niveau de ce que vous avez mentionné par rapport au stress, il y avait déjà des problèmes de battements irréguliers du cœur, mais voilà, on pense qu'avec le stress en plus, c'était sans doute une des raisons qui a causé l'AVC. En fait, j'ai déjà la réponse à ma question, mais je vais quand même la poser. Juste pour la petite histoire, ma mère est allemande et elle a habité ici très longtemps et elle travaillait en anglais. Et à l'hôpital, juste après l'AVC, quand le traitement a commencé, il y avait une confusion totale par rapport à la langue dans laquelle, en fait, la récupération, les premiers traitements devaient se faire. Ils n'arrivaient pas à établir quelle était la langue qui lui conviendrait le mieux, en fait. Donc, pour des raisons pratiques, après, comme c'était à Genève et à la clinique de Beau Séjour, le traitement a commencé en français et ça s'est très bien passé comme ça. Mais en fait, pour elle, c'était la langue la plus difficile. Mais quelque part, c'est sans doute ce qui lui a fait du bien aussi, parce que l'effort, en fait, a fait suivre l'allemand et l'anglais ensuite, qui sont ces autres langues. Ma question, juste rapidement, c'est que vous avez dit que c'est bien de continuer avec la logopédie, avec les exercices. Dans son cas, elle a fait des progrès phénoménaux, elle est tout à fait indépendante de nouveau, mais la logopédie s'est arrêtée maintenant. Et on a l'impression que les choses se sont un tout petit peu, sont descendues un petit peu au niveau surtout de son expression orale. Donc je pense que la réponse, c'est qu'il faudrait qu'elle reprenne, qu'elle refasse des séances, etc. Voilà, mais je voulais juste voir ce que vous en pensez, en fait.
Effectivement, moi là, je vais plutôt penser à mon neurorééducateur qui est aussi professeur de neurorééducation. En fait, on peut progresser même plusieurs années après l'AVC et si elle est en train de régresser, il faut absolument qu'elle reprenne de l'orthophonie et elle va reprogresser en fonction des heures de travail passées, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai une autre question. J'ai dit que Annemasse Sport Handicap, il nous avait aidé en logistique. Est-ce que Olivier Matrinche, le président, il peut nous présenter en quelques phrases l'association? Avec plaisir, Louis. Je te remercie. Beaucoup d'émotions pour moi parce que je suis de retour à la maison, j'allais dire, puisque je travaillais ici et j'ai eu un grave accident et un moment d'aphasie aussi, parce qu'avec un traumatisme crânien, donc on ne dirait pas, mais il y a eu une récupération avec beaucoup de travail. Mais bon, le reste n'a pas récupéré. Je me suis retrouvé justement assez, parce qu'on se retrouve dans ces moments-là, esselé, déconnecté de la réalité. En plus, j'ai été victime du décès de mon fils dans l'accident, donc le moral très difficile. Et donc, grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la même ligne à mon épouse. C'est un soutien très très fort qui est là, Nathalie. Et je te remercie. À mes parents qui étaient là, j'ai pu petit à petit déjà pendant 3 ou 4 ans, j'arrivais plus à parler. Je disais, pour dire le genou, je disais le truc qui plie. Après, je disais le coude de la jambe. Vous voyez, ça a été, il y a eu un des passages différents au niveau neuronal pour repasser par d'autres circuits, d'autres chemins, je pense. Et puis par la suite, on a eu la chance d'avoir une petite fille qui est arrivée en nous disant un jour, j'aimerais bien faire du ski. Je dis, tu iras voir avec ta maman. Et j'ai rencontré des gens d'Annemasse Sport Handicap et c'est vraiment important, une famille qui vous soutient, qui vous permet d'avoir un véhicule, comme on disait, d'inclusion, et puis réellement un facteur de résilience. Ça, c'est quelque chose de très 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 important qui est pour au niveau, j'allais dire, même si je ne suis pas docteur, moi j'étais économiste à la CNUSET, donc ce n'est pas du tout mon rayon d'action, mais je pense que c'est au niveau du moral, il y a un impact psychologique clair, net et précis, mais également, je pense, au niveau, cognitif, parce que vous avez beaucoup en faisant du sport, en ayant de l'interaction, vous devez être sollicité et dépasser vos limites, en fait. Et là, notre association s'appelle Annemasse Sport Handicap, ASH, et nos amis anglo-saxons vont dire H, pourquoi tu as appelé ça H? You are crazy or what? Et non, H, on renaît de ses cendres, je crois. Et là, les phénix, nous en avons 2. Nous sommes plusieurs dans l'association grâce à un accompagnement. Et je pense que c'est vraiment le sport est un vecteur comme peut-être d'autres, voilà. Et en tout cas, je remercie aussi vraiment, peut-être pas forcément toujours l'institution qui ont été déconnectés, malheureusement dans ma vie, mais des collègues qui ont été un soutien fort. Je te remercie, Sylvia, parce que je sais que sans toi et sans réellement ta présence très discrète mais toujours très efficace, j'aurais eu beaucoup de difficultés aussi à pouvoir me relever et tu peux en témoigner. Il y a 10 ans, je ne disais pas un mot, donc voilà. Donc c'est grâce aux amis, grâce aux collègues et grâce à cette association qui a su nous porter. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de cette session sur l'AVC. Merci à tous qui avez répondu présents ici, dans ce bel auditorium ou en WebEx. Merci tout particulièrement à Élise et Louis pour votre beau témoignage, pour tout ce que vous avez apporté d'espoir, pour votre courage aussi. C'est un beau témoignage, oui, vraiment merci.
Merci enfin aux collègues de la division des conférences, de CLM. Pour les services techniques aussi, je remercie parce qu'ils nous ont beaucoup aidés pour leur support, pour la connexion dans la salle. Merci aux intervenants, professeur Hosseini, docteur Piton. Et au nom du service médical, je vous souhaite un bel après-midi. Allez. J'ose plus rien dire, moi. Ah oui,